Bon, bonjour, merci. On va essayer d'explorer quelques styles d'architecture, de modélisation de domaine. Je vais m'en présenter très rapidement. Donc, je suis Clément Bouillet, je suis indépendant, je travaille pour des sociétés en conseil et également sur KickBanking, une solution pour les freelances, un service de gestion des cotisations sociales. Et je suis aussi dans la communauté HackerJob, une communauté de développeurs indépendants sur Lyon. Principalement, on est à quelques personnes sur Paris aussi. Il y a des gens sur Grenoble qui sont intéressés. Enfin, si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, autour de style d'architecture, modélisation de domaine, je ne sais pas trop si ça vous parle. On va essayer de montrer des exemples. Donc, j'ai du code prêt avec les différents styles d'architecture. Avec les différents patterns qui sont là, donc Anemic Domain Model, Rich Domain Model. Alors à chaque fois, j'ai fait avec ORM pour ces deux. On va faire une petite parenthèse sur Active Record, sur le Rich Domain Model sans ORM. Et il y a une petite transition au sein de tout ça. Ça reprend en fait ma petite histoire, on va dire, de différents styles d'architecture que j'ai rencontrés dans mon expérience. Pour terminer sur une approche plutôt CQRS, Event Sourcing du domain model. Déjà, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ça? À qui ça ne parle pas du tout, ces termes-là? Ok, c'est bien, du coup, on va pouvoir illustrer et puis voir si ça vous parle à la fin. Bon, je ne vais pas passer les 5 pour savoir qui utilise quoi, mais la question, je pense, c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve, dans les projets, de savoir quand on démarre, est-ce qu'on va utiliser plutôt telle approche ou telle autre approche. C'est toujours un petit peu un tech lead qui choisit une voie, sa voie de préférence. On se dit des fois, tiens, j'aimerais bien autre chose. Bon, du coup, là, l'idée, c'est de voir sur un même exemple les différents styles et voir un petit peu les pour et les contre des différents styles. Donc, c'est de comprendre pourquoi on va mieux utiliser plutôt l'un que plutôt l'autre. Pourquoi j'aurais tendance à préférer celui-ci que celui-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder ça. Donc, rapide rétrospective. Moi, j'ai commencé, c'était ça. C'était le bazar du code où typique en PHP, une page .php où il y avait tout, du HTML jusqu'aux requêtes SQL dans la même page. J'ai pas fait longtemps de PHP, mais j'ai commencé un peu le code avec ça. Et je me suis assez rapidement intéressé à comment on pourrait faire pour structurer un petit peu les choses et pas avoir tout en vrac. Donc les premières choses, je ne sais pas s'il y a quelques nostalgiques qui se rappellent de ce site, .netguru.org. C'était un site où il parlait beaucoup d'architecture. Je me suis intéressé très rapidement et il y avait cette notion de séparer en couches. Donc couche de présentation, couche métier, couche d'accès aux données. Donc assez classique. Puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à... Ça n'arrête pas de sauter, je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air de mieux marcher là-bas, si vous voulez regarder. Du coup, l'architecture en oignon, architecture hexagonale, je vais rapidement dessus, je ne rentre pas dans le détail, mais je les mets en parallèle, même si ce n'est pas forcément exactement la même chose. Puis ensuite, je suis tombé sur des bouquins de Martin Fowler, où il expliquait tout un tas de patterns, donc notamment autour du domaine model. Après, avec des blog posts, il a précisé ce que c'était l'Anemic Domain Model, un rich Domain Model. Il parlait de tout un tas d'autres choses à côté, comme l'Active Record, les service layers, les transaction scripts. Enfin, tout ça, ça tourne autour de comment on modélise les différentes couches de notre application. Puis, j'en suis arrivé après à commencer à lire sur Domain Driven Design, et puis à m'intéresser à une implémentation en CQRS et Event Sourcing, avec les notions d'aggregate route, de tactical design et strategic design. Et cette notion de dire l'ubiquitous language, que le métier ressorte le plus possible dans notre code. Donc rentrons dans les exemples. On va essayer de refaire un peu cette histoire finalement. C'est une certaine logique pour moi de passer de l'un à l'autre. Donc j'ai commencé clairement avec ça, avec du Anemic Domain Model, avec un ORM derrière. Donc là, je vous reprends un exemple d'un kata qui est assez connu, qui est
d'ailleurs je ne sais pas s'il n'a pas été initié à Grenoble, c'est le, comment il s'appelle ? Le Trivia, pardon. Donc le kata Trivia, c'est un kata de refactoring. Et là, moi j'ai repris le sujet et puis j'ai refait from scratch, ça n'a rien à voir avec le code initial. Et donc du coup, si on le modélise assez classiquement avec un modèle de classe, on a un game qui a une liste de game catégories. C'est les catégories qu'on utilise dans le cadre du jeu. Des game questions, c'est des questions qui sont prises pour chacune des catégories dans le cadre d'un jeu en particulier. Et du coup, ces game questions, elles font référence à un référentiel de questions. Donc pour chaque game question, on a une question, mais ces questions peuvent être utilisées dans plusieurs jeux différents. Et donc chaque question est liée aussi à une catégorie qui font partie des catégories qu'on pourrait utiliser. Donc en fait, on pourrait dire quand on commence le jeu, on va dire quelles sont les catégories qu'on veut utiliser. Le sport, la science, ainsi de suite. Et donc du coup, ça va initier des game catégories, des game questions. J'ai oublié de représenter les players aussi. Il y a une classe player, évidemment. Donc, commençons par regarder le code. Donc là, j'ai déjà séparé en gros tout ce qui était domaine et infra. Ça, vous allez le retrouver sur chacun. Donc en gros, dans mon domaine, j'ai, dans ce cas-là, du Animic Domain Model, j'ai un service, une classe de service. Cette classe de service, c'est mon point d'entrée. Alors à chaque fois, j'ai fait aussi un contrôleur. Le contrôleur, on va le trouver un contrôleur pour faire une API, une API web. Ici, lui, il dépend de Game Service. Et donc, du coup, il va avoir le point d'entrée sur le métier, c'est Game Service. Le Game Service repose sur un certain nombre de choses. Donc, 3 repositories. Alors, c'est des repositories que je dirais mal utilisés. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Bon, attendez, je vais essayer avec... Essayer avec ça. Il dit quoi là ? C'est avec ça ? M'étonnerait. Non, bon, on va réessayer en... Je vais le rebrancher ça. Ok. Bon, on va dire que ça devrait marcher. J'ai aussi une interface iRollDice. Ça, c'est pour représenter le fait que le lancer de dés, c'est aléatoire dans le jeu. Donc, du coup, je me libère de cette contrainte, quelque part, c'est une sorte d'effet de bord, quoi. Tout ce qui est aléatoire, il faut le mettre à l'extérieur. C'est comme les problématiques de datetime. Datetime.now, si vous mettez ça dans votre métier, du coup, tout de suite, ça rend les choses difficiles à tester, parce que c'est du statique. Si vous appelez du random, dans votre métier, ça va être la même chose, ça va être assez difficile à tester. Donc il suffit d'isoler ça finalement derrière une interface. Donc mon interface iRollDice, c'est ça, je lance un dé. Donc si on regarde un petit peu le code, on va avoir quelque chose de très procédural qui va utiliser mes classes. Alors c'est du C#, c'est infernal. Ça marche pas. Je sais pas du tout pourquoi. Ça marchait à peu près avant de démarrer, et puis là... Tu vas essayer... non, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas un USB-C. Si, c'est USB-C. Si, c'est USB-C, pardon. Donc du coup, on a un game service. Ce game service, il va faire des choses assez procédurales. Donc il va utiliser, instancier des objets qui ont des getters-setters, bêtement. Donc si on regarde cette classe game, donc la classe game, elle a juste des getters-setters. Si on regarde les autres classes, ça va être exactement la même chose, juste des getters-setters. C'est ça qu'on appelle un modèle anémique. C'est un modèle anémique, c'est un modèle qui fait rien, il y a juste des getters-setters dessus. Ça a l'air d'être mieux. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais...
Donc le modèle anémique, ce qu'il va faire, c'est essayer de... on va avoir toute la logique, en fait, finalement, dans notre service. Okay, et on va manipuler via des getters et des setters. On va manipuler via des getters et des setters notre modèle. Et si on regarde un petit peu ce qu'on a d'autre à l'intérieur, bah là, typiquement, on va faire un gameRepository.save à la fin de toute notre manipulation, de tous les getters et les setters qu'on a appelés sur notre modèle. On sauve le modèle. Et là, l'ORM magie va faire tout ce qu'il faut pour mettre ça dans la base. Donc là, j'ai une petite base SQLite derrière. Donc du coup, si on regarde les autres, on va avoir un peu la même chose. Donc là, en gros, comment on fait? Le jeu se déroule en je démarre un jeu. Donc quand je démarre un jeu, je lui donne un nom pour que ça soit visible par mes amis. Les catégories que je veux utiliser, est-ce que je veux faire un jeu j'ai différents types de trivia. Trivia, c'est le trivial poursuite, mais simplifié. Hein. Pardon. Et donc du coup, je vais démarrer un jeu, je vais ajouter des joueurs. Et je vais avoir un certain nombre de règles au moment où il va falloir que je bouge. On peut regarder là-bas. Donc au moment de bouger, il va falloir que je vérifie est-ce que mon jeu est jouable, est-ce que j'ai déjà au moins 2 personnes. Si je n'ai pas 2 personnes, je ne vais pas commencer le jeu. Je vais vérifier est-ce que le joueur qui est en train d'essayer de jouer, c'est bien celui dont c'est le tour. Est-ce que le joueur il n'est pas en train d'essayer de rebouger alors que je lui ai déjà posé une question. Donc là, on est en train de faire un tas de vérifications à cet endroit-là. Ensuite, on va lancer le dé, et à partir du lancer de dé, en fonction de... Alors, il y a une notion de prison dans ce trivial poursuite un peu spécial, où du coup, ce qu'on va faire, c'est si on répond mal, on se retrouve en prison. Et donc, une fois qu'on est en prison, il faut faire un lancer de dé impair pour pouvoir en sortir. Donc j'ai fait quelques méthodes quand même si je suis dans un modèle anémique, j'ai quand même essayé de nommer les choses pour que ça soit assez explicite ce qui se passe. Ah là c'est original, maintenant c'est compressé. Du coup, donc j'ai des fonctions comme check player turn, check playable, next player turn. Alors, toutes mes vérifications, on pourrait en discuter, de savoir si on lance des exceptions ou pas. Là, en l'occurrence, c'est effectivement le choix que j'ai fait. Moi, ce qui me pose problème avec ce modèle, c'est que finalement, c'est très procédural. Du coup, on se retrouve avec des choses où, par exemple, là, ça commence à devenir un peu cryptique. Bon, je pourrais rajouter une méthode. Et si je rajoute une méthode, du coup, la méthode, elle sera tout en bas. Ça va rajouter le nombre de méthodes à cette même classe. Et finalement, tout est dans une même classe. Alors j'entends dire, oui, mais c'est plus simple. Donc là, dans les choses que j'entends souvent, c'est plus simple. Alors, pour moi, le problème, c'est quand même qu'il y a un gros problème d'encapsulation. En programmation orientée objet, l'encapsulation est centrale. L'idée que les données que je manipule et le comportement associé à ces données, ça devrait être géré au sein d'un objet. Alors que là, c'est séparé. Donc ça, c'est un des premiers problèmes que j'ai eu avec ça. La logique métier, je la trouve un peu mélangée aussi avec des appels à la base. C'est-à-dire que si on regarde ici, on a... vous ne voyez pas. On appelle d'abord le game repository. Ensuite, on va aller chercher dans le player repository. Je crois qu'il y a d'autres repositories qui sont appelés au milieu. Alors les repositories, des fois, sont appelés DAO. D'ailleurs, le repository, normalement, il ne devrait pas être confondu à la DAO, mais souvent, maintenant, on a tendance à appeler les DAO, qu'on appelait DAO avant, on les appelle des repositories maintenant, alors que repository apporte une notion de plus, qu'on va voir juste après. Donc là, il y a un peu un mélange des deux, alors que finalement, ce que j'aimerais voir, c'est, indépendamment de ce qui se passe avec la base de données, j'aimerais voir mon métier clairement ressortir. Donc ce que je disais, c'est si on utilise le pattern DAO, c'est-à-dire le pattern DAO, on va chercher dans la table player, dans la table game, dans la table game question, on va chercher un peu, on a un objet DAO par
par table, plus ou moins, ou par groupe de tables. Alors que l'idée du repository, c'est d'essayer de dire, on fait ressortir une notion d'agrégat. Cette notion d'agrégat, c'est un ensemble de classes cohérentes. Et quand je vais les chercher, c'est soit je vais chercher l'agrégat en entier, soit je vais chercher, soit je vais pas le chercher. C'est pas à discrétion en fonction de un petit coup de lazy loading par-ci ou par-là et des super stratégies de eager loading. J'en ai 15 différentes et mon graphe d'objets, je le charge un peu comme je veux en fonction du cas d'usage. Non, là, l'idée, c'est pas de faire ça, c'est d'essayer d'avoir en repository, c'est d'avoir un agrégat. Un agrégat, j'ai déjà défini quel était le périmètre que j'allais chercher et je suis sûr que quand je vais charger ça, je vais avoir les informations nécessaires à une prise de décision. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui trouvent, j'ai déjà entendu ça, c'est simple. Je trouve pas ça spécialement simple finalement. Le code a tendance, dans mon expérience, c'est plutôt que ça a tendance, c'était simple au début. Sur un exemple comme ça peut paraître simple. Mais on a tendance à voir des codes smell qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, pour avoir mis en place cette archi et puis l'avoir vu vivre quelques années, avant de revenir sur le projet où je l'avais mis en place, et de me dire, ah ouais, quand même, ça pique un peu. On s'était retrouvé avec des services vraiment, vraiment longs, avec des méthodes d'accès aux données à profusion. Des fois, je cherche ça, des fois, je cherche ça, des fois, je cherche ça, des fois, je cherche ça. À chaque fois, les stratégies de chargement d'un même modèle étaient vraiment juste hallucinantes. Il y a des réutilisations de classes, ah tiens, là, je suis en train de faire une classe, alors elle a un peu les mêmes propriétés que là, donc du coup, pouf, je vais hériter. Juste parce que je suis feignant et que j'ai pas envie de faire copier-coller de 2-3 getters. Des fois, il y a vraiment je trouve des copier-coller comme ça, un peu des héritages abusifs, alors que finalement, c'est pas exactement la même chose. C'est pas du tout du dry d'essayer de faire un héritage pour récupérer quelques champs. Et là, ça l'encourage, parce que du coup, on a plein d'objets comme ça qui ont juste des getters-setters, et on se dit, tiens, je vais faire de l'héritage, et à la fin, on se retrouve avec des hiérarchies d'objets. C'est pas idéal. Il y a beaucoup de primitive obsession en général aussi dans ce genre de modèle. Primitive obsession, c'est d'utiliser des entiers, des strings, des listes même, c'est-à-dire des objets du domaine qui sont très génériques finalement, qui font bien plus que ce dont on a besoin. Donc là, typiquement, avoir une liste de players, est-ce que j'ai besoin de toutes les fonctions qui sont définies dans l'objet liste du framework? Non. Là, dans ce cas-là, tout ce dont j'ai besoin, c'est de passer au suivant et de savoir quel est le joueur courant. C'est tout ce dont j'aurais besoin. Et là, en l'occurrence, la façon dont c'est modélisé, c'est une liste, parce que l'ORM, ça lui va bien d'avoir une liste pour pouvoir faire son mapping derrière. Alors après, on peut s'amuser à aller à faire des modèles plus restreints et mieux faits, et puis commencer à customiser à mort le mapping objet relationnel. Mais je trouve que du coup, ce qui était simple devient compliqué avec la config de l'ORM. Et donc du coup, ce que je disais, des services très très longs, donc ce qu'on appelle des God classes, qui font un peu tout, souvent avec du code qui a tendance à se répéter, parce que plus ça devient gros et moins localisé finalement, pourquoi ce serait plutôt tel service ou tel service qui manipulerait telle entité? C'est pas évident. Et donc du coup, on se retrouve avec des choses dupliquées, parce qu'on ne sait pas exactement finalement quel est le service. Donc passons au domaine de modèles riches. Je vais faire une petite... Donc là, du coup, ce que j'ai fait... Alors, j'espère que vous avez la même interprétation, mais l'idée, c'est que mon game service, maintenant... Alors déjà, je suis repassé sur 2 repositories seulement. Donc je suis revenu sur un repository d'agrégat, et là, mon agrégat, j'ai décidé que c'était le jeu. Et que, en gros, le jeu, il avait la liste des joueurs, la liste des catégories qui étaient utilisées dans le jeu, et pour cette liste de catégories, la liste des questions. Tout ça, c'est mon agrégat. Donc quand je charge un jeu, j'ai tout ce graphe d'objets qui est chargé. Donc ce que ça donne, c'est au niveau service, ça devient plus light. Donc la couche de service, finalement, tout ce qu'elle fait, c'est appeler mon objet métier et faire les sauvegardes en base. Si on regarde comment elle ajoute un joueur, forcément, elle fait un get,
elle appelle la fonction métier sur le game et elle fait un save. Donc derrière le repository, les implémentations, on peut regarder, hein, mais là c'est du détail d'ORM. C'est assez bête, effectivement, comme c'était la même chose de l'autre côté, globalement. Donc du coup, l'implémentation, le save, tout ce qu'il y a à faire, c'est à faire j'ai un contexte, c'est du Entity Framework, j'ai un contexte. Dans le contexte, je vais chercher les jeux, et puis là, je fais du include pour lui dire quels sont les... Je fais du eager loading avec ça, avec des includes en lui disant quelles sont les propriétés à charger, même en profondeur. Et le save, du coup, je rattache mon jeu et je fais un save changes. Donc en gros, là, ce qu'il fait, c'est si mon jeu a déjà été chargé par le get et qu'ensuite je fais un save, entre-temps, il aura fait tout le tracking qui va avoir suivi toutes les modifications qui ont été faites à mon objet. Donc c'est bien pratique. Moi, ce que j'y trouve comme avantage à ça, c'est finalement, au niveau du jeu, j'ai plus que des getters. Et avant, j'avais un game avec juste ça, juste les getters-setters. Enfin, j'avais des setters. Maintenant, j'ai enlevé les setters. Et les setters, là, il n'y en a plus qu'un en privé. Ça, pour ceux qui font du Java, hein, c'est équivalent à ça. J'ai une propriété derrière, privée. J'ai un getter dessus et ça, à la limite, je peux l'enlever. Et donc, du coup, je retrouve la même logique, mais du coup, là, j'ai que la logique. Donc, ce que je vais pouvoir tester, c'est je peux tester uniquement la logique. Je ne vous ai pas montré les tests tout à l'heure. Là, j'ai des tests aussi. Alors, au début, j'avais fait des tests sur le game service. Là, j'ai gardé mes tests sur le game service, mais je pourrais très bien déjà les descendre sur le game et directement faire des tests en faisant complètement abstraction de j'ai un ORM ou pas, je m'en fous finalement. Ce que je veux voir, c'est je fais quelque chose en entrée et puis je vérifie à la sortie. Donc, je pourrais me passer de ça et directement faire appeler game start new game. Je l'ai fait sur les tests juste après, donc je vous le remontrerai. Et donc là, j'ai tout un tas de tests qui sont relativement simples. On verra une petite différence avec le coup d'après. Là, c'est je teste l'état de mon objet en sortie de l'appel de la méthode. Tout à l'heure, je vous montrerai une autre façon de faire les tests. Que dire d'autre là-dessus ? Ce que j'ai pu faire aussi, c'est même au niveau player, j'ai pu rajouter des choses. Donc si on regarde la classe player, j'ai des choses, je vérifie que je peux bouger, je l'ai mis ici. Est-ce qu'il peut sortir de la prison, je l'ai mis ici. Comment il bouge, et donc comment il change de place, quand il répond, est-ce qu'il gagne des points ou est-ce qu'il va en penalty box. Tout ça a été localisé ici, quoi. Donc là, pareil, sur le player, j'ai plus que des getters et des private sets. Donc j'ai plus de setters. Finalement, je me suis débarrassé des setters. Pour moi, les setters, finalement, c'est une façon de dire que je fais des modifications. Enfin, d'utiliser un setter, c'est ne pas être explicite sur les modifications qu'on est en train de faire à l'objet. C'est plus simple de dire j'appelle une méthode et je sais pourquoi j'appelle cette méthode en connaissance de cause, c'est très explicite ce qu'elle fait, quoi. D'ailleurs, si vous faites le kata à Trivia, c'est des choses que vous aurez sûrement à faire pour vous en sortir parce que le code initial, ils sont allés fort. C'est vraiment compliqué à suivre. Donc voilà, dans le riche domaine modèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé exactement le même modèle que tout autour de l'ORM, toujours la même chose. Tous les setters ont été enlevés, je trouve que c'est plus explicite. Il y a encore quelques codes smell, donc j'ai toujours des getters auxquels j'ai accès. Je peux faire ce qu'on appelle du feature only, c'est rentrer dans le détail des objets et puis finir par appeler une méthode après avoir fait point sur plein d'objets. Au lieu de travailler juste avec mes collaborateurs directs, j'ai toujours des primitive obsession, j'ai toujours des listes, notamment parce que pour l'ORM, ça m'arrange bien pour tout ce qui est many to one, many to many. Pour ces relations-là, c'est bien pratique d'avoir des listes, donc c'est pas idéal.
Alors, petite parenthèse sur Active Record. Je n'ai pas fait d'exemple parce que ce n'est pas un des trucs que j'ai vu le plus. Les seuls exemples que j'ai eus, c'est faire des datasets en C#. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ce genre de choses. C'est vraiment pas une super expérience. C'était dans mes premières expériences. J'avais même on a une possibilité en .NET, c'était en 2004-2005, de faire des datasets typés, c'est-à-dire que vous lui donniez la base et puis vous générez des types. Et tout ça était, ça faisait vraiment l'équivalent d'un Active Record. Vous pouviez faire des saves très facilement sur les objets après les avoir chargés. Et ensuite, un générateur de code à partir d'une base SQL. Donc là, pareil, pas super bonne expérience, surtout que c'était un générateur maison, où tout ce qui était généré, dès qu'on voulait commencer à faire des modifications dedans, le fait que tout soit mélangé, pourquoi c'est pas des bonnes expériences, c'est le fait que ça soit mélangé. Alors, j'ai eu une remarque sur l'Active Record, j'ai mis un lien de la personne qui m'a fait la remarque, qui disait que finalement c'était très obligé de faire de l'Active Record, vu que même tous... Ah, c'est reparti. Tous les comportements... du directeur du centre de Grenoble. C'est extraordinaire. Vous avez jusqu'à demain, 14h. Donc tous les comportements, on les encapsule, y compris l'accès aux données finalement. C'est-à-dire que tout ce qui est... Donc du coup, il n'y a plus de getter, plus de setter, j'ai tout en interne. Vous pouvez voter sur n'importe quel poste connecté à Internet. Donc au niveau POO, pourquoi pas quoi. Mais par contre, ça viole clairement la séparation entre tout ce qui est métier et ce qui est infrastructure. Je commence à lier mon objet à l'implémentation de la façon dont je le stocke. Moi, ça me gêne un petit peu. Alors, le lien dont je vous parlais, là, c'est Elegant Objects. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler. Je ne l'ai pas lu encore, hein, mais du coup, à voir peut-être. Je pense que ça permettrait de creuser ce Active Record que je ne connais pas très bien, mais sur lequel j'ai peut-être juste des a priori. Mais ouais, donc, du coup, il faudrait, je pense, aller voir un petit peu plus loin. Et je vous propose de passer sur le modèle d'après. Donc le modèle d'après, donc finalement, c'est assez facile d'implémenter le chargement d'un aggregate en SQL. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On utilise un ORM pour pas grand-chose, quoi. Faire quelques requêtes SQL, c'est franchement pas la mort. Surtout quand on commence à avoir les problèmes qu'on a avec les ORM, de plus savoir ce que fait l'ORM et d'avoir plein de problèmes liés à ça. Donc je vais basculer sur... Donc sur le rich model. Alors dans... Pareil. Donc si on regarde là, finalement, rien ne change au niveau métier, hein, c'est toujours la même chose. Enfin, pour l'instant. Si je prends mon repository, finalement, mon repository, je fais une SQLite connection. Bon, j'utilise un petit outil, c'est un micro ORM, ça ne fait pas de tracking et compagnie, ça fait juste je donne une requête SQL et à partir de cette requête SQL, là, j'ai un objet sur lequel je peux utiliser les propriétés en dynamique. C'est une spécificité de C#. Et donc du coup là je reconstruis mon game, mes players, mes game catégories, mes game questions, j'ai tout ce qu'il faut ici. Par contre j'ai un souci, c'est au moment du save. C'est-à-dire j'ai récupéré mon objet, mais vu que j'ai plus le tracking, maintenant le save il est beaucoup moins évident. Le save c'est qu'est-ce qui a changé dans... Alors soit je me dis, je commence à faire des saves différents, j'ai save, j'ai changé les joueurs, donc save player, et puis je lui passe le game, et du coup il sait que dans save player il faut que j'implémente juste la sauvegarde des players en faisant vérifier ceux qui ne sont pas encore là et je les insère, et ceux qui ont été modifiés je les update, enfin ainsi de suite. Là ça peut commencer à être sérieusement compliqué. Et du coup ce que je vous propose c'est d'essayer de trouver une autre façon de faire. Donc, comme je vous dis, c'est plus dur d'enregistrer les modifications finalement sans tracking de l'ORM. Au passage aussi, ne plus être contraint par l'ORM, ça nous laisserait des opportunités sur le modèle, hein. Je ne les ai pas trop exploitées ici, parce que sinon ça faisait beaucoup de choses.
Mais on pourrait typiquement sortir de la liste de players. Donc je disais, finalement, la liste, on l'utilisait parce que c'était bien pratique pour le mapping OR. Mais liste de players plus player, on pourrait avoir une structure cyclique où un joueur connaît quel est le joueur suivant et on essaye de représenter finalement le tour de table. Et on pourrait faire juste une structure qui fait ça, qui fait le tour de table. Quand j'ajoute un joueur, j'ajoute quelqu'un dans le tour de table. Et du coup, là-dessus, tout ce que j'aurai, c'est deux fonctions, c'est next et current. C'est-à-dire qui est le joueur courant et comment je passe au joueur suivant quand un joueur a fini de jouer. On pourrait encapsuler, pareil, la liste de game category, finalement, et toute sa grappe en dessous. Là. Finalement, le truc qui essaye d'aller récupérer dans une liste en faisant des modulos de fonction de où est-ce qu'il en est, du nombre de catégories, où est-ce qu'il est sur le plateau, c'est un petit peu compliqué. On pourrait tout simplement dire, moi en fait je veux juste récupérer une carte à partir de ma position. Puis c'est cet objet qui ferait ça, quoi. Plutôt que d'avoir le game qui manipule des listes. Bon, je ne l'ai pas fait, mais du coup c'est des choses qu'on peut assez facilement faire. Et avec un ORM, ça sera un peu plus casse-pied, je pense, à faire. Ça entraînerait tout de suite de faire du mapping un peu plus avancé. Alors, ce que je vous propose, c'est pour traiter tout ce qui est modification, c'est d'introduire des domain events. Finalement, c'est au lieu... Alors, je ne parle pas d'event sourcing encore. C'est juste des domain events pour représenter ce qui a changé dans le domaine. Donc, je vous montre ça. Donc finalement, mon save maintenant, ce que ce serait, c'est je lui passe le game ID et une liste d'événements. Et en fait, je vais sauver les différents événements. Donc un game started, voilà les commandes qu'il y a à faire. Un player added, voilà la commande à exécuter. Un current player change, un get out of penalty box. Et donc finalement, tous ces événements, il me renseigne aussi sur ce qui est faisable, ce qui peut se passer dans cette application. Donc, on a l'impression, enfin pour moi, j'ai déjà entendu, mais ça fait plus de classes, ça fait plus de fichiers, c'est plus compliqué. Ouais, du coup, c'est beaucoup plus explicite. Et puis quand je regarde, alors vous n'allez pas bien le voir, mais quand je regarde ici l'explorateur de fichiers, je regarde les événements, je vois ce qui peut se passer dans cette application. Donc c'est en premier coup d'œil, je vois quelque chose de quelle est la dynamique de l'application et pas juste quel est son état, quoi. Donc au lieu d'avoir juste une photo, finalement j'ai une vidéo. Alors du coup, voyons ce que ça donne au niveau de l'implémentation. Donc au niveau de l'implémentation, en fait ce que j'ai fait, c'est que maintenant je ne fais que retourner des events. Donc là en l'occurrence sur le start new, j'en renvoie un. C'est le game started, mais sinon après globalement je renvoie un i énumérable, c'est une séquence d'événements. J'ai mis une interface iDomain event pour ne pas vous troubler, mais c'est juste une interface marqueur qui ne fait rien. C'est juste pour dire voilà, ça c'est des événements. Et dans mon objet métier, maintenant je ne change plus l'état de l'objet. C'est-à-dire que là j'ai toujours mes propriétés ici, mais mes propriétés ici c'est juste elles sont setées que dans le constructeur. Donc dans le constructeur, j'ai toujours la même logique que ce que je vous ai montré juste avant. C'est je passe tout ce que j'ai récupéré en base, je récupère mes objets métiers, et mes objets métiers, je vais appeler des fonctions qui, finalement, ces fonctions ne font qu'un truc, c'est de renvoyer des événements. Ça ne modifie pas l'objet. Donc finalement, elles sont là que pour prendre des décisions, ces fonctions. Je ne sais pas si ça vous parle, le principe CQS, le Command Query Separation, à ne pas confondre avec CQRS. Le principe de CQS, c'est de dire une fonction, ce qu'elle devrait faire, une méthode, ce qu'elle devrait faire, c'est soit retourner quelque chose, soit modifier quelque chose, mais pas les deux en même temps. Alors que finalement, mes méthodes d'avant, ce qu'elles faisaient, pour certaines, genre savoir quand je donnais une réponse, j'avais en retour le booléen qui disait j'ai bien répondu ou j'ai pas bien répondu, et en plus, derrière, ça avait rajouté des points, donc ça faisait de la modification de l'état de l'objet, et en plus, ça m'a renvoyé une information. Là, du coup, c'est des fonctions finalement qu'on pourrait aussi dire sans effet de bord sur l'objet lui-même. Elles ne font que prendre une décision. Si pour un même objet, j'appelle deux fois la même méthode, elle va me renvoyer à chaque fois la même chose.
Donc c'est une approche qu'on pourrait dire aussi un peu plus fonctionnelle. Mais du coup, ce que ça nous permet surtout, c'est d'implémenter assez simplement notre repository ici et de dire pour chacun des événements, voilà ce qui se passe dans la base. Voilà comment je mets à jour ma base. Alors je ne change pas les propriétés sur l'objet, je pourrais le faire, mais là en l'occurrence, à chaque fois que je fais un appel REST, je vais recharger l'objet depuis la base. Donc vu que je ne réutilise pas l'objet, ce n'est pas la peine de faire toute la mutation des propriétés de l'objet quand j'appelle une fonction, quand j'appelle la fonction move ou la fonction addPlayer. Et globalement, on peut assez facilement s'en sortir sans faire ce genre de choses, sans devoir appliquer les modifications sur l'objet. Et dans une transaction, en général, ça passe plutôt bien de dire « Ok, tout ce que je veux, c'est de savoir quelles sont les décisions que tu vas prendre. » Donc ces événements sont là pour représenter ça. Quelles sont les décisions qui vont être prises? Donc là, voilà, on peut regarder, mais ce que j'ai fait, c'est ici, il n'y a plus de sets à cet endroit-là. Les sets, ils sont que ici, les sets des propriétés, dans le constructeur. Et donc, du coup, au niveau du repository, j'envoie ce qui est retourné. Je fais un save de la liste des events. Donc ça, je le fais toujours au niveau de game service. Au niveau de game service. Avant, je faisais game start new et j'avais un game. Et je sauvais le game. Maintenant, j'ai un événement game started que je vais sauver. Je passe game started et le game ID pour lui dire va sauver ça. Donc les domain events, quand on n'a pas d'ORM, finalement, ça permet de faire le pont entre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je dois appliquer au niveau accès aux données. Ça rajoute de l'information aussi sur ce qui s'est vraiment passé. Typiquement, j'en ai pas parlé, mais dans les modèles précédents, il y avait un souci, c'est quand je donne la bonne réponse, en fait, il ne me faut pas qu'un booléen pour savoir si... quand je donne une réponse, j'appelle la méthode answer, avec la réponse, c'est dans cette méthode que je décide si c'est la bonne réponse ou pas, est-ce qu'il va en penalty box ou pas. Mais du coup, je renvoyais un booléen pour dire est-ce qu'il a bien répondu ou pas. Pour renvoyer ça via mon API, j'aurais envoyé cette information de dire est-ce que tu as bien répondu ou pas. Il me manquait une information, c'est est-ce que tu as gagné ou pas le jeu. Est-ce que tu es arrivé à 6 points. Là, typiquement, je pourrais avoir deux événements. Un événement, tu as gagné 1 point. Et en plus, tu es arrivé à 6, donc du coup, tu as gagné. Donc je pourrais assez facilement rajouter de l'information, alors que je me suis posé la question de comment le faire dans l'autre. Je me suis dit, est-ce que je mets un tuple boule-boule dans le genre Primitive Obsession, c'était le pompon. J'aurais pu commencer à faire des objets aussi, mais si je commence à faire un objet, finalement, est-ce que cet objet, je ne pourrais pas le nommer sous forme d'un événement et qui me renseigne sur ce qui s'est passé? Donc finalement, on n'est pas très loin, quoi. On n'est pas très loin entre les deux modèles. Les getters, ils sont utilisés que pour le requêtage. Je les utilise, et les domain events, c'est des DTO immutables. C'est des objets, je leur donne des éléments. Je n'ai pas de setter là-dessus. C'est juste un constructeur avec aucune possibilité de resetter les choses sur les différentes propriétés du domain event. Les ID aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais ils sont plus gérés par la base de données. Avant, j'étais en auto-increment. C'était géré automatiquement. Là, maintenant, ce que je fais, c'est géré par le métier et je ne dépends plus au niveau de tout ce qui est identification de mes entités d'une base de données, mais ça fait partie du métier, finalement, de donner une identité à mes objets. Alors ça, on peut le faire aussi par ailleurs, mais on a plus tendance à le faire quand on fait ça, on a intérêt à le faire. Le principe CQS, donc je vous en ai parlé. Et les tests sont peut-être aussi plus explicites. Je ne vous ai pas montré les tests. Donc les tests, maintenant, ce que je fais, c'est j'appelle... Alors là, j'ai fait la modification. J'appelle directement le game. Donc c'est des game should et plus des game service should. Et sur le game, ce que je fais, c'est j'appelle les fonctions et je vais checker typiquement les événements qui sont retournés. Donc là, je m'attends à avoir un game started et je regarde ce qu'il y a dans le game started. Ici, je m'attends à avoir 2 événements. Je récupère juste le player ID dans le premier, une fois que je sais que j'en ai 2. Et je veux avoir exactement un player added et un current player changed
dès que je mets le premier joueur, en fait, je set le joueur courant. C'est le premier joueur qui s'est mis dedans. C'est celui qui commencera. Donc ainsi de suite. Ici, à chaque fois, je fais contain exactly et j'ai la liste des événements qui apparaissent. Donc en termes d'explicité, je trouve assez explicite de faire ce genre de choses. Et donc du coup, les effets de bord sont à l'extérieur du domaine aussi. J'en ai plus du tout dans mon domaine. Donc passons à l'event sourcing. Alors finalement, on n'en est plus très loin. Vous avez vu, j'ai introduit des events. Mais ces events, finalement, je ne suis pas obligé d'être en event sourcing derrière. Mais on est par contre pas très loin de l'event sourcing en faisant ça. Ce que je vais faire finalement dans mon domaine, c'est au lieu de recharger mon game avec directement son état, en fait, ce que je vais faire, c'est aller récupérer l'historique. Donc ce que je vais stocker en event sourcing, c'est la liste des événements l'historique des choses qui sont arrivées à mon objet game, donc à mon agrégat. Donc là, c'est très important d'avoir la notion d'agrégat. Et un agrégat a finalement un flux d'événements. Il faut le voir vraiment comme des choses qui se sont passées dans le temps. Et du coup, c'est ordonné. Voilà, ça s'est passé, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Donc là, en l'occurrence, un game started, un player added, un current player changed, un player added, un player moved, un question asked, ainsi de suite. Donc j'ai toute l'histoire comme ça. Donc je recharge mon histoire. Donc là, l'histoire, c'est super simple à stocker. Hein. Vous la stockez dans une table, par exemple. Vous faites select from mes événements, ma table d'événements, where aggregate ID égale mon ID d'agrégat. Et récupère-moi tout ça, désérialise. Alors du coup, les événements, vous les sérialisez dans une colonne où vous mettez directement le JSON des différents événements. Vous désérialisez tout ça, vous récupérez une liste et vous pouvez instancier votre game. Donc votre game, vous récupérez une liste de e-domain events. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez reconstruire finalement l'état à partir de cette histoire. Donc là, si vous regardez, là, j'ai fermé tout à l'heure une petite classe, une inner class privée ici. Vous allez voir, vous n'allez pas voir. Voilà. L'inner class privée, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend mes propriétés. Alors, pas toutes. Il y en a une, par exemple, dont j'ai absolument pas besoin pour prendre des décisions. C'est name. Donc, name, je l'ai commenté ici pour bien le faire ressortir. Le name, j'en ai pas besoin pour prendre des décisions. Ce qu'il va me falloir, c'est la liste des joueurs, le joueur courant, la pile de questions. Hein, j'ai commencé à encapsuler la liste de questions. Et ce que je vais avoir, c'est du coup comment je change l'état de mon objet. Donc là, ma petite class state. Comment je le change en fonction de chacun des événements. Donc je peux reconstruire mon état actuel à partir de toute l'histoire. Ça va être assez facile à faire. Et finalement, tout ce que je suis en train de faire ici, ça va alléger ce que j'ai à faire au niveau du repository. Donc je vous remonte le repository. Alors le repository, je ne l'ai pas implémenté en event sourcing pour pouvoir faire le parallèle. Donc finalement ici, ce que je faisais, c'était plein de requêtes qui me permettaient d'aller récupérer l'état dans des différentes tables. Là, tout ce que j'aurai à faire, c'est j'ai le game ID, select étoile from les events, la table des events, where ID égale game ID. Je récupère tout ça, je désérialise la colonne des events et je fais new game et je lui passe cette liste-là. Donc finalement, je supprime tout ce SQL qui est ici, là, pour le chargement, et ça se transforme en des méthodes apply au niveau de mon état ici. Donc qui me permettent de recharger mon état actuel. Et mon état actuel, ce qui va me permettre, c'est de prendre une décision. Donc en fait, j'ai l'histoire, ce qui m'est arrivé, et à partir de ce qui m'est arrivé, est-ce que je peux prendre la décision suivante ou pas? Quelle est la décision suivante que je prends ou pas? C'est des nouveaux événements, et ces nouveaux événements, je vais venir les mettre en base. Donc le save, il va être très simple aussi.
Le save, ça va être juste, rajoute, insère les nouveaux événements, tu rajoutes une ligne par événement. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait. Donc au lieu de transformer domain event en état dans la base, on stocke directement l'historique des domain events pour chaque agrégat. Le get, c'est juste, j'ai un aggregate ID, je charge tous les événements et j'instancie l'aggregate qui a sa petite classe, sa petite inner class qui permet de reconstruire son état, qui va permettre de prendre des décisions. Le save, c'est j'ajoute les événements à l'historique dans un flux ordonné. Mais par contre, du coup, tout de suite, c'est moins facile de requêter ce modèle. Donc souvent, on va avoir besoin de CQRS avec l'event sourcing. Alors c'est possible d'avoir des modèles où on fait beaucoup de prises de décision et peu finalement d'affichage, et dans ces cas-là, on a moins besoin de CQRS. Et dans la plupart des cas, on va en avoir besoin. Et CQRS, en fait, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un modèle là, event sourcé qui prend des décisions. CQRS n'induit pas event sourcing. Hein. Là, je dis plutôt que event sourcing nous amène à s'intéresser à CQRS, parce que c'est difficile de requêter, de récupérer, par exemple, tous les jeux où il y a eu plus de 3 joueurs. Requêter ça en event sourcing, ça va être la galère. Donc du coup, je vais avoir un modèle pour prendre des décisions, j'enlève plein de choses qui servent surtout à requêter, et pour faire mes requêtages, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des projections. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai des événements, toutes les requêtes SQL que je faisais pour mettre à jour l'état de mon objet, finalement, ce que je vais faire, c'est juste mettre à jour l'état d'une projection. Et la projection, c'est un modèle particulier pour visualiser des choses et typiquement faire un modèle par cas d'usage. Et c'est ce qu'on appelle c'est le Q de CQRS, c'est les queries. Voilà, globalement, la vue d'ensemble des différents types d'architectures que j'ai rencontrés pour ma part. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai vu, des remarques, n'hésitez pas. Je vous écoute. Ouais. Une question. Quelque chose qui est toujours un peu difficile, c'est l'évolution du domaine modèle, non? Quand on rajoute de nouvelles entités, il faut faire des changements. Alors ici, ça pourrait impliquer un nombre considérable de modifications. Ou est-ce que tu peux parler un peu sur lequel? Justement, est-ce que, disons, si on change une entité, on rajoute des dépendances? À mon avis, dans tous les cas, ça va être la galère. Enfin, dans tous les cas, ça va induire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, typiquement, sur des modèles avec des ORM, c'est des migrations, soit des migrations gérées par l'ORM, avec tout un tas d'impacts à gérer dans les différents services. Alors, si c'est en anémique, ça fait plein de services potentiellement touchés. Donc pour moi, le problème y est dans tous les cas. Le problème y est au niveau des agrégats, il va y être aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, tiens, finalement, la notion d'agrégat que j'ai choisie à un moment donné, elle était bien. Et en fait, maintenant, elle est moins adaptée suite à une évolution du métier, quoi. Donc, clairement, ça s'exprime de façon différente dans les différents styles d'architecture. Mais pour moi, c'est compliqué tout le temps. D'autres questions? Non, c'est bon. Bon. Du coup, vous avez le code là. Je continuerai peut-être à faire évoluer. Si vous avez des remarques, s'il y en a qui viennent demain et qui veulent hacker le truc un petit peu, qui ont des idées de le faire évoluer, des choses comme ça, n'hésitez pas à soumettre des PR ou des choses comme ça. Ça m'intéresse. Ouais. Hexagonale, parce que moi c'est ce que j'ai, ça multiplie les DTO, c'est ce qu'on appelle les DTO, mais les couches de séparation entre la partie métier, la partie repository et la partie front, et du coup on passe notre temps à avoir des mappeurs qui transforment l'un en l'autre pour traverser toutes les couches. Ouais. Mais du coup là, j'aurais tendance à dire ça va être pareil pour tous les domaines, ça va être la même chose, non? Enfin pour tous les styles, ça va être la même chose. Modèle métier, agnostique. D'accord. Et vous le mappez sur un modèle qui est... Ouais. Et on a une couche de DTO aussi pour la partie front. Ouais. Alors je pense que c'est une façon que j'aurais pu utiliser pour implémenter un rich domain model sans ORM. Enfin sans ORM.
avec un ORM, mais juste localisé au niveau de la... qui ne se retrouve pas dans la couche métier, quoi. On a un domaine, on a un modèle métier pour le métier qui est indépendant de l'ORM, c'est ça? Et un modèle, et finalement des DTO qui permettent, qui eux sont mappés sur la base et qui permettent de reconstruire. Dans une version, on a une partie où on n'a pas le modèle d'entité d'Hibernate, c'est mappé par des HBM. Et donc ça, à la limite, on a une couche en moins, c'est mapping old school. Une nouvelle version où là, c'est des entités, et du coup, on a quasiment un pour un entre le modèle métier agnostique et le modèle entité pas agnostique. Ah, du coup, vous pourriez peut-être justement pas avoir de 1 pour 1. Au niveau métier, vous avez plus de latitude parce que vous n'êtes pas contraint par l'ORM. Vous pourriez. C'est déjà ça. Après, moi, ce que j'aime bien, finalement, les events, ils sont métiers et ils portent du sens. Parce que du coup, il y a toujours la problématique du DTO qui génère le DTO à partir du modèle métier. Les DTO qui vont, eux, être mappés en base, il y a toujours cette problématique de qui les connaît, quoi. À un moment donné, il va falloir créer une dépendance. Ils sont tellement habitués à utiliser un ORM que refaire du SQL pour aller persister à la nano juste de manière très ciblée, les tables qui vont bien, les gens sont, dans mon équipe, sont plus forcément à l'aise avec ça. Ça demanderait à avoir des contextes de persistance ou des sessions de factory dédiées pour chaque truc. Et là, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a plein d'événements et il faudra autant de sessions de factory que d'événements. Il n'y est pas encore. Ouais, alors passer de l'un à l'autre, c'est compliqué, hein. Ça prend du temps. Bon, merci. Du coup, faut qu'on arrête.